La question qui était posée était comment expliquer la baisse du débit de filtration glomérulaire dans le contexte de nécrose tubulaire aiguë. D'abord, dans un premier temps, il s'agit de définir de quoi on parle. Donc il y a deux choses à définir, la filtration glomérulaire et ce qu'est la nécrose tubulaire aiguë. Donc la filtration glomérulaire, de manière très simple et schématique, c'est le fait de, à partir du sang, obtenir de l'urine primitive grâce à un filtre qui se trouve donc dans le glomérule, au niveau rénal, au niveau du cortex rénal. Et donc elle dépend, cette filtration glomérulaire, de deux choses. Une pression transmembranaire, comme on l'a appris depuis longtemps en biochimie et en biophysique. Cette pression transmembranaire est appelée pression d'ultrafiltration et elle dépend de la capacité de la membrane, en l'occurrence celle qui est composée de l'endothélium vasculaire et des podocytes, à filtrer le sang. Et donc, on dit habituellement que l'insuffisance rénale aiguë est définie par une baisse de ce débit de filtration glomérulaire. Mais quel est ce débit de filtration glomérulaire? Combien d'urines sont produites par jour dans l'urine primitive, quand on parle que de l'urine faite par la filtration glomérulaire? Eh bien, c'est une quantité énorme, puisqu'on a entre 150, parfois 180 litres par 24 heures de filtration et d'urine primitive qui sont constituées. Et donc, pour bien comprendre la question qui nous est posée, il faut comprendre que la quasi-totalité de l'urine qui est filtrée est réabsorbée dans les tubules qui suivent en fait tout simplement le glomérule dans ce qu'on appelle le néphron. Et donc cette réabsorption tubulaire aboutit au fait qu'un humain va pisser entre 1 litre et 1,5 litre par 24 heures. Et donc vous voyez, on part de 160-180 litres à plus que 1,5 litre. Donc ça, c'est la filtration glomérulaire. La deuxième chose, c'est la nécrose tubulaire aiguë. Alors c'est un terme très ancien qui en fait fait appel au fait que le tubule est constitué d'un épithélium et que dans un contexte d'agression et en particulier de manque d'oxygène pour les cellules, il y a d'abord une ischémie puis une nécrose de ce tissu épithélial au niveau tubulaire et on appelle ça donc la nécrose tubulaire aiguë. De façon intéressante, pendant très longtemps, on a utilisé ce terme-là pour parler d'insuffisance rénale aiguë organique en disant que on opposait l'insuffisance rénale aiguë organique à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, c'est-à-dire le rein fonctionne bien, il suffit de remplir le malade avec de l'eau et du sel et les choses vont rentrer dans l'ordre, à une insuffisance rénale aiguë organique où il y a une agression du rein. Et donc très souvent, quand vous lisez des papiers sur l'insuffisance rénale aiguë organique, en fait on parle de nécrose tubulaire aiguë. C'est un peu excessif car il y a d'autres lésions dans le rein quand le rein est agressé par des processus ischémiques, des processus toxiques ou des processus septiques. Alors maintenant, on peut imaginer que si ce tubule est agressé, s'il y a une nécrose tubulaire aiguë, la première hypothèse serait de dire eh bien, il n'y a plus de réabsorption, puisque le tubule est responsable de cette réabsorption. S'il n'y a plus de réabsorption, on va donc avoir une augmentation majeure et manifeste de la diurèse. Ce n'est pas du tout le cas, puisque nos malades qui ont une insuffisance rénale aiguë, en premier lieu, commencent par avoir une diminution de leur diurèse. Donc comment l'expliquer, puisque la définition de l'insuffisance rénale aiguë aujourd'hui, c'est Cadigo 2012, les références viennent d'il y a 9 ans, et nous disent très clairement c'est une baisse de la diurèse et une augmentation des chiffres plasmatiques de créatinine. Donc c'est ce que nous constatons tous les jours. Et ça, c'est la baisse du débit de filtration glomérulaire. Donc comment ça se passe? En premier lieu, et ce qu'on sait, c'est que cette agression tubulaire commence par des modifications structurelles des cellules de l'épithélium tubulaire, et en particulier au niveau du tubule proximal. Et vous le savez, il y a une pompe très très importante sodium-potassium dépendante de l'ATP, qu'on a appelée NAK-ATPase, qui se trouve à la base des cellules tubulaires et qui permettent de renvoyer le sel, et donc l'eau et le sel, du côté du sang et du plasma. Et cette pompe, en fait, quand vous agressez la cellule tubulaire, va changer de place. Elle va d'abord être dans le cytosol, puis se trouver à la partie apicale de la cellule tubulaire. Et ça, on l'a vu sur des données qui viennent d'ischémie de greffons. Et plus le greffon rénal est ischémié pendant longtemps, plus vous avez ces modifications structurelles et en particulier des modifications de la position de cette pompe NAK-ATPase.
Et donc, tout cela aboutit à ce qu'elle ne fait plus sa fonction. Et sa fonction étant de réabsorber du sel et de l'eau, vous allez avoir une augmentation de la quantité de sodium dans la lumière tubulaire. Ça, c'est un élément extrêmement important et qui va avoir une importance pour tout ce que je vais vous dire par la suite. Et là, je me permets de faire un petit interlude. Pendant longtemps, on a dit que c'était bien entendu un problème d'avoir ces modifications structurelles, mais il y a de cela 50 ans, certains pensaient que c'était bénéfique. En particulier, un papier publié en 1976 par une équipe de physiologistes qui avait dit qu'en fait, on était face à un acute renal success. C'est le succès du rein de modifier cette position de la pompe NAK-ATPase. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on réduit la consommation énergétique du rein, puisque une grosse partie de la consommation énergétique du rein vient de cette pompe NAK-ATPase. Alors, c'est un effet possiblement bénéfique, néanmoins, vous allez voir que malheureusement, ça a des conséquences néfastes. La première, c'est qu'en augmentant la quantité de sel dans la lumière tubulaire, et cela associé à la présence de débris cellulaires, puisqu'il y a de la nécrose cellulaire, il va se constituer des obstructions tubulaires. Alors ces obstructions tubulaires, c'est probablement un des mécanismes les plus importants de la diminution du débit de filtration glomérulaire. Elles ont lieu préférentiellement dans les tubules distaux du néphron. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on trouve la protéine de Tamm-Horsfald, et cette protéine-là va se complexifier en polymère, en particulier lorsqu'elle est mise en situation dans un milieu qui est riche en sel. Et donc vous allez avoir des obstructions tubulaires distales avec des protéines de Tamm-Horsfald en mode polymère, des débris cellulaires, et tout cela va conduire à une augmentation de la pression dans le tubule et qui va s'opposer à la pression de filtration. Ça, c'est le premier mécanisme qui est facilement compréhensible. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on coupe des reins à nécrose tubulaire, on voit des espèces de dilatation des tubules proximales. C'est parce qu'à la fois, il y a une perte de l'épithélium, mais également parce qu'il y a une augmentation de la pression tubulaire. Ceci dit, ça n'est pas suffisant pour expliquer une baisse du débit de filtration glomérulaire, comme on le voit, c'est-à-dire en dessous de 10% de ses capacités. Pourquoi? Parce que si vous augmentez la filtration au-dessus, une grosse partie des néphrons vont réussir à épurer les débris cellulaires et les protéines de Tamm-Horsfald. Et donc il faut que déjà, avant ces obstructions, il y ait une baisse du débit de filtration glomérulaire. Et donc le deuxième mécanisme le plus important est lié à cette augmentation de la charge en sel du fait de la modification de la position des pompes NAK-ATPase. Dans le tubule, on a une augmentation du sodium, donc une augmentation des composés sodium et chlore. Et tout cela va avoir des conséquences sur le feedback tubulo-glomérulaire qui, en situation normale, fait que quand on urine trop de sel et de chlore, on va avoir un feedback qui va permettre de réduire la filtration glomérulaire en réduisant l'arrivée du sang dans le glomérule, en vasoconstriction de l'artériole afférente. Et ça, c'est un mécanisme à peu près normal. Mais là, ce mécanisme-là va malheureusement être exacerbé du fait de l'augmentation de la présence de sel dans les urines primitives. Et donc, ces deux mécanismes, l'obstruction et l'augmentation et l'exacerbation de ce feedback tubulo-glomérulaire, va aboutir à cette baisse du débit de filtration glomérulaire en dessous de 10%. Donc, maintenant, essayons d'élargir un petit peu le débat. Comme je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas que de la nécrose tubulaire aiguë lorsqu'on s'intéresse à l'insuffisance rénale aiguë, en particulier chez nos patients qui sont multi-agressés. Et un des exemples les plus fréquents est la situation d'état septique grave, de choc septique, où lorsqu'on regarde les reins de nos patients en état septique grave, eh bien, il y a un peu de nécrose tubulaire aiguë, mais finalement pas tant que ça. Un des éléments importants qui nous avait été apporté par l'étude de Nicolas Leroll il y a quelques années, c'était quand on biopsiait des reins de patients de réanimation, en particulier ayant des chocs septiques, eh bien, il y avait très peu de nécrose tubulaire aiguë. Et donc tout ça avait conduit à rediscuter la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë et du choc septique. Et il apparaît de plus en plus qu'il y a des modifications vasculaires extrêmement importantes, avec une augmentation du débit sanguin rénal, du fait de vasodilatation à la fois de l'artériole afférente et de l'artériole efférente. Et si vous dilatez plus l'artériole efférente que l'artériole afférente,
eh bien, vous réduisez la pression d'ultrafiltration et que ça explique pourquoi il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire dans les états septiques graves. C'est une façon d'expliquer les choses dans le choc septique. Les modèles animaux tendent à montrer que ça se passe comme ça. Néanmoins, tout cela a bien entendu énormément de limites puisque nous n'avons que très très peu de données chez l'homme. Et puis pour finir, pour s'intéresser un petit peu à les questions qui vont se poser par la suite sur la nécrose tubulaire aiguë, on a de plus en plus de données qui nous montrent que la récupération de l'épithélium tubulaire se fait à partir des cellules déjà malades et dont je vous ai parlé dès le début, elles ont déjà des modifications structurelles. Et donc partant de cellules déjà agressées, on va reconstruire un épithélium tubulaire dit normal, mais qui en fait n'est malheureusement pas complètement normal. Et ces anomalies sont possiblement à l'origine des conséquences à long terme de l'insuffisance rénale aiguë et de l'augmentation du risque d'insuffisance rénale chronique à long terme qui ont été démontrées dans certaines études épidémiologiques récentes. Et donc pour conclure, si en quelques secondes je devais résumer pourquoi il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire en cas de nécrose tubulaire aiguë, je dirais qu'il y a deux choses. Une obstruction des tubules dans leur partie distale du fait des débris cellulaires et de gel des polymères de protéines de Tamm-Horsfald. Et deuxièmement, par le fait d'un feedback tubulo-glomérulaire qui fait qu'il y a une vasoconstriction de l'artériole afférente.